C'est juste un petit essai de voix. Oui, prova. 1, 2, 3. J'aimerais bien d'abord voir tes tatouages. Hein. C'est possible? Ah, ce sont 2 baleines. C'est le plus grand animal qui existe dans la Terre. Dans ton livre, j'ai lu que tu avais aussi normalement une planisphère et un avion en tatouage. Ah oui, c'est vrai? L'avion, c'est ici, c'est très, très vieux. Le planisphère, il est là. Ah oui. C'est vers moi parce que c'est moi qui dois voir le monde. Donc, quand je dois toujours savoir où je vais, où je suis. Ils sont très vieux, en fait. Bonjour, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR. Et tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine Voyageur. Et aujourd'hui, on embarque avec Luigi Farauto, un auteur de guide italien. Il adore les cartes, il adore le monde, alors ses premiers tatouages devaient représenter sa passion. Quand on a reçu son livre, Géographie d'un voyageur craintif, paru chez Artaud, le titre m'a tout de suite frappé. Quoi ? Un aventurier qui avoue être trouillard. C'est pas banal. Alors quand il est passé à Paris, je lui ai tendu mon micro et on retrouve des bonnes feuilles de son livre dans AR, actuellement en vente, avec l'Écosse en couve et une belle vache des Highlands, tout ébouriffé. Mes parents s'interrogeaient sur ce besoin obsessionnel de m'en aller, surtout dans des endroits aussi étranges. Ils disaient que j'étais un bon à rien, un inadapté, toujours en cavale. Mais moi, quand j'étais au loin, je me sentais plus à l'aise dans ma vie. Je ne réussissais à vivre qu'entre 2 lieux, les yeux fixés sur 2 cartes à la fois. Après avoir investi longtemps toutes mes économies dans des billets d'avion, à 30 ans, je me suis retrouvée avec un planisphère tatoué sur le bras droit et un avion sur le gauche. 5 renouvellements de passeport pour manque de pages, un doctorat sur l'histoire de la cartographie, des fiancés épisodiques que je ne voyais jamais, et le travail le plus envié des boomers et des milléniaux, concepteurs de cartes et de guides de voyage. Son livre aurait pu s'appeler La carte et le territoire, mais c'était déjà pris, car tous les départs de Luigi naissent dans un atlas qu'il feuillette comme si chaque planche était l'épisode d'une série. On va le suivre dans ses tribulations qu'il raconte avec une bonne dose d'autodérision. Quand on lit tes aventures, en tout cas, je vais les résumer en 2 secondes, grimper à 5000 mètres dans l'Himalaya, descendre la route de la mort en VTT, on se dit quand même que t'es pas un vrai craintif, tu es plutôt un faux trouillard. En fait, je pense que pour vaincre la peur, il faut l'affronter. Donc, par exemple, la route de la mort, c'est une route très célèbre parmi les voyageurs. Maintenant, elle a été fermée parce qu'il y a une autoroute en Bolivie, mais on l'utilise pour faire du downhill. Je ne sais pas comment on le dit en français. Ah, VTT, c'est ça. Du VTT, je connaissais même pas le mot VTT ou downhill. Oh, je connaissais pas du tout. Mais en vélo, pour apaiser la peur, je pensais de la faire. Il te donne 4 ou 5 règles à suivre. Si tu les suis parfaitement, tu vas pas mourir. Si tu fais une erreur, tu tombes. La montagne est très, 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 très à pic. Oui, elle est comme ça, elle est large 3 mètres. Il y a beaucoup de pierres. Et puis, il y a les condors qui volent, qui s'approchent de toi. Et tu dois être vraiment concentré. Peut-être je suis un peu fou. Je ne disais rien à mes parents parce que je ne pouvais pas dire ce que j'étais en train de faire. J'avais trop peur aussi. Les peurs, il existe, mais on dit que les peurs sont beaucoup, mais le courage est un seul. Quand on rentre des voyages, on est plus fort, je pense. Et ça, ce serait ta définition de l'aventure ? Non, parce que je pense que les voyages maintenant, est devenu quelque chose, un lieu pour trouver des choses incroyables, extraordinaires, pour faire des performances en fait. Et donc, faire le tour du monde à pied, en vélo, ou ces choses incroyables. Moi, je pense que l'aventure, c'est vraiment voyager sans avoir de performance. Donc, toutes les choses dont je parle dans le livre sont des choses qui se sont passées sans vraiment les décider. L'aventure, c'est être curieux. Curieux, oui. La curiosité, c'est quelque dont je suis très content d'avoir parce que la curiosité, c'est ce qui bouge mes pieds quand je voyage. Et elle est venue comment, cette curiosité ? En feuilletant l'Atlas quand j'étais un enfant. J'étais un enfant épanoui parce que j'adorais le monde, j'adorais suivre les fleuves, les montagnes, voir les noms de villes de n'importe où. Et j'ai souligné les villes avec le nom plus particulier. J'ai fait une promise à moi-même de les visiter toutes. J'en avais souligné beaucoup.
Donc c'est ça où j'ai grandi ma curiosité pour le monde. Et est-ce que sur cet atlas, tu avais mis la ville de Samarcande, puisque dans ton livre, on comprend que tu as eu vraiment un choc esthétique là-bas? Oui, en fait, quand j'étais petit aussi, j'avais lu une bande dessinée de Mille et une nuits. Et ça, je pense que m'a changé la vie parce que je suis tombé amoureux du monde arabe, toutes ces formes de mosquées, les minarets, les vieilles villes. Et donc, l'Iran, mais aussi l'Ouzbékistan, ça a été vraiment un choc. Oui, vous avez dit bien, un choc esthétique parce que ça, c'était exactement la réification de tous mes rêves. Et à la différence, quand tu vas à Oman, là tu vis une grosse déception. Oui, parce que j'aime pas trop les monuments restaurés. Et là-bas, tout a été reconstruit, réédifié. Non, j'étais vraiment déçu. Mais c'est quelque chose qu'il faut accepter maintenant parce qu'on reconstruit tout maintenant. Donc, mais là-bas, ils avaient vraiment changé le dessin original, le projet original, par exemple, d'un château, est changé. Ils ont ajouté une tour. Ça, je le trouve pas juste. Mais oui, la nature, elle est fantastique. Mais l'art et l'architecture m'ont un peu déçu. Mais pardon à mes amis d'Oman, rien de personnel. Et quelle a été ta plus grosse galère? Parfois, j'ai eu des problèmes avec mes photos. Quand je prenais des photos dans quelques pays, comme en Égypte ou en Iran, si je prenais des photos, parfois j'étais presque, c'est une galère vraie, presque arrêté par avoir pris des photos. Mais non, j'ai vraiment la chance d'avoir jamais eu de problèmes dans ma vie. Le seul problème que j'ai eu en voyage, c'était avec un Italien qui m'a volé tout. Mais quand je vivais en Hollande, donc ça fait plus qu'il y a 20 ans. Bah, t'es quand même tombé d'un toit en Iran, enfin il y a un toit qui s'est écroulé sous toi, tu t'es retrouvé à l'hôpital quand même, t'as oublié ça? Ah ben ça c'était pas trop, ouais, ça c'est un accident qui s'est passé. Oui, ça c'était qu'un accident, mais et ça c'était la curiosité, oui parce que c'est cassé un balcon. Ce sont des choses qui se passent partout. Est-ce qu'on peut être hypocondriaque et voyager? Parce que j'ai l'impression que pendant le livre, tu as souvent peur d'avoir un bobo quelque part. Enfin, tu évoques souvent, en tout cas, des problèmes de ton corps et tu as peur que ça dégénère. Et on peut, parce que je le suis et je le fais. Mais moi, j'ai vraiment des problèmes avec les animaux. Les animaux, je les adore, ok, mais quand je voyage, spécialement en Asie, il y en a trop qui sont dangereux. Donc, parfois, j'ai vraiment peur d'avoir pris la plus grande maladie. Mais ça, je suis encore vivant, donc rien de bizarre s'est jamais passé. Mais par exemple, j'ai programmé un voyage en Australie parce que je veux vaincre même ces peurs des animaux. J'ai toujours évité l'Australie parce il y a trop d'animaux terribles. L'araignée, par exemple, et les redbacks, ou si je prononce le mot, ça fait quoi? Non, pas trop. J'aime pas les avoir. Quand ils s'approchent à moi, j'aime pas trop. Si je les vois de loin, même les serpents, qui sont l'animal qui me donne plus peur, j'ai plus peur de ça que d'aller en Irak, par exemple, ou au Pakistan. J'ai pas de problème. La route bloquée par les embouteillages entre l'aéroport de Dubaï et mon hôtel m'en apprend déjà long sur cette cité. C'est un délire informe et clinquant, une ville en proie à sa propre folie des grandeurs, un labyrinthe dans le désert, sans aucune logique urbanistique. Je suis entourée d'immeubles qui remplissent le moindre vide laissé par des bâtisseurs compulsifs, dont le gratte-ciel le plus haut du monde, orgueil des Émirats. Dubaï est un immense chantier où les températures ne descendent en dessous de 40 qu'en hiver. Aujourd'hui, le soleil est au zénith. L'atmosphère est comme une serviette chaude couvrant le monde. Je passe de l'air conditionné à une canicule inconditionnelle, un climat qui me paraît défavorable à toute forme de vie. J'ai l'impression que dans ton livre aussi, il y a un message assez fort autour de « attention, la planète est fragile », parce que tu n'as pas montré que les beaux côtés des voyages. Par exemple, quand tu es effectivement sur l'île de Pâques, tu vois les moailles ou quoi, mais tu vois aussi la face plus cachée avec tous les déchets plastiques qui sont en train de se former partout. Idem au Bhoutan, où il y
les glaciers qui sont en train de fondre et qui vont complètement menacer le Bhoutan, où le pays, soi-disant, on est le plus heureux peut-être dans le monde. T'as un message dans ce livre ? Peut-être que la vraie peur qu'il faut avoir dans l'avenir, c'est la peur du réchauffement climatique. On voit en Europe maintenant avec il fait chaud, quand il fait chaud, il fait vraiment chaud, quand il y a la pluie, ça détruit tout. Moi, en Italie, c'est comme ça. Et en voyageant en Asie ou bien en Amérique du Sud, on voit que on a bouleversé le monde. Le Bangladesh, son pays est destiné à avoir 30 millions de réfugiés climatiques, parce que les pays qui payent le prix le plus fort pour ça sont ceux qui n'ont rien à voir avec le réchauffement du monde climatique. Ils en subissent les conséquences alors qu'ils ne sont pas du tout à l'origine de ce dérèglement climatique. Ils le subissent totalement. Et au Bangladesh, t'étais vraiment... la foule te fait peur, cette eau qui monte te fait peur. Et au fond, qu'est-ce que tu as appris avec tous ces voyages à aujourd'hui, quand tu te retournes un peu sur tous les voyages que tu as faits, tu dirais que tu as appris quoi de tout ça ? À sourire, je pense, parce que je pense que le sourire, c'est une arme vraiment très puissante. Elle provoque de l'empathie. L'empathie, c'est international. Le sourire, il est international. Il y a un très célèbre écrivain italien qui s'appelle Tiziano Terzani, qui a été un voyageur incroyable et un journaliste. Il raconte d'avoir bloqué des guerriers cambodgiens qui étaient en train de le tuer, de lui tirer, seulement en souriant. Donc, quand j'ai lu ça, je pensais que ça, c'est vrai, l'arme qu'on a, c'est le sourire. C'est quelque chose qu'il faut apprendre peut-être. Il faut être seulement un peu empathique, et c'est ce qui me rend plus fort quand je rentre. C'est ce que tu écris effectivement à la fin de ton livre, que tu as appris le sourire. Et que maintenant, plus rien ne te fait peur. Non, moi je viens de la banlieue de Milan, au sud de Milan, dans un pays qui s'appelle Rozzano, qui est très célèbre pour être un lieu un peu de criminalité. Je me souviens chaque fois que je rentrais de mes voyages, quand j'habitais encore là, j'étais sur le bus qui m'apportait à la maison, j'avais toujours peur de rencontrer des gens. Mais quand je rentre de voyage, ça ressemble que dans mes yeux, il y a l'écho de tous les regards du monde que j'ai rencontrés. Donc je me ressens vraiment plus fort, je pense. Je ne peux pas me faire rien parce que je viens de voyager au Pakistan, par exemple. J'ai vu tellement de choses. Ici, tout est simple, tout est facile. C'est impossible d'avoir peur. Il n'y a pas de voyageurs qui sont racistes, par exemple, parce que voyager t'habitue à la diversité. Te rend plus tolérante, on vit plus tranquillement ici, après avoir des expériences de voyage, je pense. Alors je suis resté célibataire, quoi. Enfin, je ne m'en plains pas. Je lis dans le livre, je ne sais pas si c'est toujours le cas, que tu étais célibataire sans enfant. Est-ce que ça veut dire que tu as tout donné au voyage et rien à la famille Ça, c'est une belle question. Oui, je continue à être célibataire. C'est un peu difficile parce que moi, je suis celui qui voyage toujours, qui est jamais en Italie, qui est jamais à la maison. Donc, c'est une chose que dans une perspective de couple, ça marche pas trop bien. Je me trouve avec le cœur qui est plein de monde, mais un peu moins d'amour, on dirait. Je sais pas, voyons par exemple la collision des corps célestes, ou bien l'amour entre les peuples. L'amour entre les peuples, j'adore. Vous avez carte blanche. À la fin du livre aussi, tu donnes des nouvelles de tous les gens que tu as croisés un peu longtemps quand même dans ta vie, dans tes voyages. Ça veut dire que tu gardes des liens ? Ah oui, absolument. Maintenant, il est plus facile avec les réseaux sociaux, mais je garde toujours des liens parce que sinon, on se dit ciao, bye bye. Ça me donne vraiment de la douleur parce que ça ressent comme quand on est mort, me fait peur en fait. C'est tout un art de savoir quitter les gens quand tu as vécu quelque chose d'intense avec eux dans un voyage, que tu as partagé des moments, de les quitter, c'est comment on fait pour se quitter, quoi. Je n'ai pas une réponse parce que ça me coupe le cœur chaque fois. Peut-être il faut penser qu'on ne le quitte pas, qu'on se reverra sûrement. Donc le travail, c'est faire quelque chose qui demande de la peine, qui produit des choses utiles à notre subsistance, dans le cadre d'un emploi dont on peut vivre, un gagne-pain. Ça a été, on pourrait dire, une définition, une conception, une catégorie de pensée du travail qui a dominé entre les années 50 et 80-90. Tu es auteur de guides de voyage, enfin tu étais en tout cas pour Lonely Planet,
On parlera de ton autre activité après. Bon, c'est un métier qui fait rêver tous les gens qui aiment voyager, mais est-ce que toi, tu trouves que c'est plus dur que le rêve qu'on imagine quand on est auteur de voyage ? Oui, c'est sûr. Les gens pensent que écrire le guide, c'est le travail des rêves. Et oui, il est un travail incroyable, mais seulement parce qu'on écrit, on connaît les lieux dont on écrit vraiment parfaitement. Je dis toujours, on fait l'amour avec les lieux. Chaque fois que je visite, par exemple, quand j'écris le guide de Beyrouth, du Liban, j'ai vraiment dû voir tous les musées, tous les lieux intéressants, tous les lieux artistiques, toutes les montagnes, toutes les plages. Et donc, j'ai vraiment connu vraiment intimement le pays. Mais en fait, quand on est là, on a plein de choses à voir. On a une liste chaque jour de choses à voir, à boire, à manger. Après 3 semaines, tu te sens mal parce que tu vas toujours dans un restaurant différent qui est bon, qui est fantastique, mais après un mois, il est un peu difficile de garder les rythmes. C'est mieux que casser les pierres, je suis sûr, mais c'est un travail d'écriture. La plupart des gens pensent qu'écrire un guide, c'est voyager sans payer, gratuitement. Mais c'est pas ça, c'est pas seulement ça. Et aujourd'hui, à Milan, donc tu as créé aussi un studio, je dirais, pour raconter le monde en cartes et en mots. C'est ce que j'ai vu sur ton site. Donc ça s'appelle 100km.studio. Et donc là, tu as lié les deux. Les cartes, donc tu fabriques des cartes et tu écris aussi. Et dans le livre, ce sont tes cartes. Oui, les cartes du livre sont dessinées par moi. Et oui, j'ai un petit studio à Milan qui fait que de la cartographie et signalétique. Donc, j'aide les gens à trouver la route. Je pense que même la cartographie, c'est une façon de décrire le monde. J'aime beaucoup la cartographie, par exemple, du Moyen-Âge, quand on faisait ces magnifiques cartes, où on écrivait aussi des petits conseils de voyage. Par exemple, ici, dans sa ville, il y a le meilleur vin. Ici, il y a les mecs, les filles les plus beaux et belles. C'était des maps, des cartes, mais c'était aussi des guides de voyage. Donc, je pense que pour que le nouveau métier de la cartographie, ça peut aussi être ça. Donc, décrire le monde avec les mots et avec la cartographie. Donc, aider les gens à trouver la route. Je suis resté muet. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Est-ce qu'il y a un voyage impossible pour toi ? Je dirais le Yémen parce qu'il y a la guerre. J'adorerais aller au Yémen parce que Sanaa, la capitale, je pense que c'est une des meilleures villes qui existent dans la planète. Non, à part ça, il n'y a pas de voyage impossible. Ton prochain voyage, ce sera quoi ? Ce sera encore l'Ouzbékistan pendant Pâques et puis l'Australie. Je suis curieux de voir ces pays dont j'ai eu peur avec tous les animaux mortels qu'il y a. Mais au premier serpent, je vais rentrer. Tu as compté le nombre de pays que tu as visités ? Pas précisément parce que c'est une question difficile, parce qu'il faudrait vraiment définir pays, définir ce qui compte. Non, mais peut-être plus ou moins 90, plus ou moins. Mais j'aime pas trop ça parce que maintenant il y a cette sorte de performance, encore une fois, performance. Les gens, il y a ce YouTuber qui a voyagé dans tous les pays du monde. Déjà, ce genre de performance, je l'aime pas parce que j'aime rester dans le lieu, j'aime rentrer, par exemple en Chine, j'y étais 5 fois. J'ai voyagé dans 4 pays différents, j'aurais vu 4 en plus. Et un voyage rêvé ? Rêver, c'est l'Afghanistan. Le Pakistan était un rêve, mais je l'ai fait. Il était vraiment tranquille. Encore une fois, pour la culture, l'architecture, l'archéologie, ce sont des lieux incroyables. Donc, c'est le genre de lieux qui m'attirent le plus. Merci beaucoup à Luigi Farauto. Géographie d'un voyageur craintif, c'est publié chez Artaud. Avec une couve immanquable, rouge pétante, avec un mec qui a le nez rivé sur une carte du monde. Un extrait est à déguster dans le dernier AR, en kiosque actuellement, avec la couve sur l'Écosse, et c'est le numéro 70. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, Facebook et dans les kiosques, bien sûr.
Et pour ne rien rater de la série Aller-retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire, une bonne note, ça nous fait très plaisir. Et on se retrouve aussi sur Spotify. À bientôt pour de nouvelles aventures.